Terroir d'innovation, terroir d'adaptation, c'est le sujet de cette rencontre, une nouvelle rencontre sur l'alimentation, évidemment, comme vous les connaissez maintenant avec Sud-Ouest et TV7, toujours avec l'Agence de l'alimentation Nouvelle-Aquitaine. Nous sommes ici à l'Agropole, on va en parler beaucoup au cours de cette rencontre. Nous sommes à Agen, en direct. On est ravis d'être dans ce lieu qui est un lieu repéré au niveau européen en matière de recherche sur l'agroalimentaire. Vous, grand public, vous êtes aussi intéressé, ce n'est pas que pour les professionnels, à l'heure aujourd'hui où l'inflation impacte de plus en plus notre façon d'acheter des aliments, où les prix pour certains s'envolent au-delà de toutes leurs possibilités. Il est important d'aborder cette question qui vous intéresse, vous, toutes et tous. Comment mieux manger, comment se nourrir, et puis comment ça va évoluer. Pour ce faire, uniquement des experts autour de nous aujourd'hui, avec vous, et je suis ravi de vous accueillir à double titre, Nawal Quinson, une belle start-up dont on va parler, un produit pour le coup innovant, on va en parler dans 2 secondes, So Kombucha, excusez-moi si je ne le prononce pas bien. Cette start-up, elle est née à Bordeaux, mais elle se développait beaucoup ici sur l'Agropole à Agen, vous allez nous raconter ça. Sylvain Pinault, c'est votre hôte ici, si je puis dire, et notre hôte à tous aujourd'hui, c'est le directeur général, merci Sylvain d'être avec nous aujourd'hui, directeur général de l'Agropole depuis 3 ans environ, on ne va pas jouer sur les mois. Vous êtes aussi ingénieur, évidemment, et on parlera de ce parcours qui permet de nourrir aux côtés d'un autre invité votre activité. À côté de vous, un autre expert, très lié ici à l'Agropole, Patrick Georgelin. Alors évidemment, le nom de Georgelin ici, il résonne, et on aura aussi tout à l'heure votre frère Patrick, qui est Lucien Georgelin, qui a donné son nom à toute une série de conserves et de confitures, surtout quand on fait la notoriété de la marque. Mais là, on va vous parler avec votre casquette de président d'Agrotech. Et ça sera aussi un des sujets importants pour là aussi, pour tous ceux qui sont porteurs de projets ou ceux qui, comme les jeunes étudiants qui sont dans la salle, ont peut-être demain l'intention de créer leur entreprise. Et puis, je ne dis pas que j'ai gardé le meilleur pour la fin, mais on est ravis de vous avoir. Marc Dufumier, vous êtes ingénieur agronome, professeur honoraire, on dit comme ça pour les gens qui ne sont plus en activité, de la prestigieuse école AgroParisTech, une école, et on pourra peut-être en parler, qui a un peu défrayé la chronique par la voix de certains de ses étudiants lors de la dernière remise des diplômes. Là, on est aussi en mutation quand on voit ces jeunes ingénieurs prendre la parole avec un discours quelquefois un peu discordant. Vous êtes un spécialiste des pays du Sud, comme on dit maintenant, expert à un moment auprès de l'AFAO, de l'Agence de l'ONU pour l'alimentation et l'agriculture, et puis vous êtes quelqu'un qui est aujourd'hui très écouté. D'ailleurs, j'en profite, et je ne vais pas faire de prosélytisme, mais c'est très important, ce livre est très pratique à lire pour le feignant de journaliste que je suis. C'est des questions simples et des réponses simples. Non, mais c'est important de vulgariser, je crois, sur ces thématiques, et c'est ce qu'on va essayer de faire tout au long de cette conférence. Justement, on va rester avec vous. On a fait une interview, et je salue mes confrères de la rédaction d'Agen ici, qui ont fait votre interview, Marc Dufumier. Cette interview dans laquelle vous avez, peut-être d'une façon un peu provocatrice, annoncé, c'était le titre d'ailleurs, que vous défendiez une agriculture intensivement écologique. Donc c'est quelque chose qui, en plus, sur cette terre, et on ne va pas faire de politique avec la Chambre d'agriculture du 47, peut aussi apporter le débat. Moi, je voudrais qu'on démarre sur ce sujet, donc terroir et innovation, avec justement un exemple de la maison Georgelin. Sur vos produits, Patrick Georgelin, et sur le site, on peut lire « Quand la tradition rencontre l'innovation ». Avant de vous donner la parole, j'aimerais bien votre regard, Marc Dufumier. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'antinomique entre associer tradition et innovation ? Alors la réponse est très clairement non. C'est-à-dire qu'il y aura bien une agriculture moderne demain, que je qualifie volontiers d'intensive, ça a été dit tout à l'heure, sur l'usage intensif de l'énergie solaire pour fabriquer de l'énergie alimentaire, c'est loin d'être idiot. Usage intensif du gaz carbonique pour séquestrer le carbone, fabriquer des glucides, séquestrer du carbone dans l'humus des sols, c'est loin d'être idiot. Utiliser des légumineuses pour fixer l'azote de l'air sans avoir besoin d'engrais azotés de synthèse, fabriqués avec du gaz naturel russe, je dis russe pour vous faire peur, mais... Donc, il y aura une agriculture moderne, effectivement, qui fait un usage intensif de ce qui est renouvelable, de ce qui est gratuit. Ça va être ça, l'agriculture moderne de demain. Mais oui, il nous faudra réhabiliter, à coup sûr, des variétés anciennes, tolérantes aux ravageurs, aux agents pathogènes, aux herbes concurrentes. Il faudra trouver des races animales aussi, plus rustiques et autres, et parfois regarder en arrière quand même, pour récupérer quand ça n'a pas disparu, quand la biodiversité n'a pas complètement disparu. Il faudra aussi réhabiliter certains savoir-faire. C'est vrai qu'il m'arrive de dire on va remettre les animaux sur la paille, on va refaire du fumier,
Et j'entends en face de moi, ah, le retour en arrière, monsieur Dufumier, la bougie, la lampe à huile, ami, monsieur Dufumier. Alors non, c'est pas ça. Hein. Oui, il va falloir être très moderne dans ces techniques nouvelles. Il va de soi que ce qui est désuet, c'est le blé à 90 quintaux en concurrence avec des blés roumains, hein, c'est désuet. La poudre de lait en concurrence avec la Nouvelle-Zélande, c'est désuet. Donc ces agriculteurs qui ont joué sur les économies d'échelle, produire au moindre coût monétaire, des produits standardisés et ce genre de choses, c'est clair que nous n'avons plus aucune compétitivité possible. Donc ça, c'est désuet. L'agriculteur moderne de demain va effectivement concilier des connaissances nouvelles, on parlera sans doute des champignons mycorhiziens, avec des retours en arrière. Marc Dufumier, cette déclaration, vous êtes un jeune homme septuagénaire. Aujourd'hui, j'ai l'impression que vous le dites depuis longtemps, qu'il faut faire autrement, on va etc., ce que vous venez de nous expliquer. Est-ce que vous n'êtes pas usé? Et est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'impression qu'on vous entend plus qu'à une époque? Ou est-ce que c'est normal que ça prenne autant de temps? Parce qu'en fait, il y a quand même la question du temps et de la mise en place de ces innovations. Alors, usé, non, hein, mais fâché, oui. Pour être très clair, le dérèglement climatique, on nous l'annonçait quand même déjà, le rapport du GIEC, c'était publié bien avant le rapport du GIEC, hein, tout ça, mais ça fait 33 ans, on n'en a pas tenu compte suffisamment, la COP21 est intervenue trop tard et ce genre de choses. Moi, je le dis très clairement, hein, c'est une révolution agricole radicale qu'il va falloir opérer, et ne pas le dire pour s'adapter au dérèglement climatique, hein, pour valoriser au mieux le peu d'eau qui va être de plus en plus chaotique, ce genre de choses. Ça va être radicalement différent. La transition agroécologique, évidemment, ça ne peut pas être un grand soir. Il faut qu'il y ait le plus grand nombre d'agriculteurs qui adhèrent, c'est-à-dire qu'il y ait les moyens de mettre en œuvre ces nouvelles techniques, qui est l'intérêt, donc ça c'est des conditions socio-économiques, à mettre en œuvre ces nouvelles techniques, ça ne peut pas être un grand soir. Donc la transition écologique, c'est pas on va diminuer les teneurs de pesticides, c'est pas ça. Hein. Non, c'est on va arrêter l'emploi de ces produits un peu néfastes, les perturbateurs endocriniens, les fruits et légumes, les antibiotiques dans la viande, c'est pas génial. Donc on arrête tout ça, mais du coup, créons les conditions pour qu'un nombre croissant d'agriculteurs adhèrent à ces nouveautés-là. Sylvain Pinault, le grand soir, c'est tous les jours ici à l'Agropole. Est-ce que vous reprendriez ce slogan volé à l'instant à Marc Dufumier? C'est-à-dire, est-ce qu'on est en train de vivre le grand soir à chaque fois qu'on accueille une nouvelle entreprise et qu'on travaille sur l'innovation à l'Agropole, ou est-ce que vous êtes plus modeste? Alors nous, l'Agropole, ça fait 30 ans qu'on fait de la transition, hein, quelque part. Comme Marc Dufumier. Hein. Comme Marc Dufumier, exactement, à peu près la même génération. 30 ans de transition. Alors chez nous, la transition, c'est quoi? C'est de faire en sorte que on fasse parler les gens entre eux, l'agriculteur avec le transformateur avec le distributeur avec le consommateur. Et souvent, on oublie en fait ces maillages-là. Et ce qui est vachement important pour nous, c'est de créer ces environnements-là pragmatiques, opérationnels, qui permettent justement de créer de l'innovation. C'est là-dessus qu'on va trouver les bonnes solutions. Et vous allez nous expliquer, parce qu'en fait, vu de l'extérieur, l'Agropole, c'est une énorme structure. On pourra donner tout de suite, d'ailleurs, le nombre d'emplois créés sur ces 30 ans et le nombre d'entreprises accueillies aujourd'hui. Puis on va aller voir un film qui nous permet de mieux comprendre ce que vous êtes en train de dire, même si vous l'avez bien expliqué. Il y a 3 structures ici. Peut-être qu'il faut les présenter succinctement. Exactement, 3 structures qui composent l'activité d'Agropole, une structure qui permet de gérer l'immobilier d'Agropole, une structure qui va permettre d'accompagner les porteurs de projets. On va mettre des noms parce qu'on va les entendre. Agropole Service, voilà. On accompagne les porteurs de projets dans leurs projets. Agropole Entreprise, on accompagne l'immobilier avec une structure dédiée en pépinière agroalimentaire. Et puis une 3e structure importante qui est Centre d'innovation qui s'appelle Agrotech. Qui est présidée par votre voisin, Patrick Georgelin. Je vous propose, on va aller à Damazan, c'est pas très loin, on va parler de fraises et puis de l'Agropole et on se retrouve dans 4 minutes. Ici, nous sommes donc à Damazan, sur une parcelle de fraises, 3 quarts Mariguette et 1 quart Marat des Bois. Nous produisons uniquement sous abri, en suspendu, parce que nous sommes dans la plaine de la Garonne et quand on dit Garonne, on dit inondation. Donc ça permet de mettre la récolte à l'abri. On a le label rouge sur la Gariguette, la Charlotte, la Sifflorette et la petite dernière Mariguette. Il y a un cahier des charges très strict en ce qui concerne la couleur du fruit, la grosseur du fruit, l'homogénéité, le taux de sucre. Tous ces éléments, quand ils sont réunis, on peut faire du label rouge. C'est une garantie de goût en fait. Alors on travaille avec l'Agropole pour justement notamment dans le cadre du label pour les analyses sensorielles, gustatives. On va chez eux, on amène les produits et c'est des dégustations individuelles en fait. Et après ils recueillent tous les ressentis des goûteurs.
Agrotech est un centre technique agroalimentaire dont la mission est d'accompagner au sein d'Agropole, mais également pour les entreprises de l'extérieur, des porteurs de projets, des agriculteurs, des industriels, depuis une idée de produit jusqu'à leur validation par le consommateur. Historiquement, on est basé dans la vallée de la Garonne, à Agen, donc les produits les plus courants que l'on va trouver sont des végétaux, parce qu'il y a une grosse production végétale, que l'on va transformer, alors soit en nouveaux produits, en développant par exemple des boissons gazeuses, des boissons fermentées, tout un type de boissons, mais également des produits à base de végétaux que l'on va transformer différemment, des choses les plus courantes jusqu'à des choses un peu plus insolites que l'on peut travailler. Agrotech est une équipe de 25 personnes et qui travaille avec 2 laboratoires, un laboratoire d'analyse sensorielle, un laboratoire d'analyse physico-chimique, et on dispose aussi de plateformes techniques d'à peu près 1200 m² dans laquelle on va pouvoir faire des essais de mise au point, mais également réaliser des productions à façon pour des industriels ou des agriculteurs qui auraient par exemple des surplus de production. On a d'ailleurs développé un atelier qui s'appelle la Fabrique à soupe, à quelques kilomètres d'ici, qui nous permet de fabriquer à façon des sauces, des soupes, des ketchup, des coulis, etc. pour valoriser des produits qui sinon seraient déclassés parce qu'ils ne sont pas exactement au calibre souhaité pour les fruits ou les légumes de table. Pour qu'une fraise soit label rouge, il faut qu'elle ait des critères sensoriels significativement meilleurs que les critères standards, que les caractéristiques organoleptiques standards. Et donc, on a accompagné la filière dans l'élaboration de leur grille de dégustation. C'est-à-dire que de déguster un produit, de le décrire, c'est pas si simple que ça. Il faut avoir des mots qui sont des mots qui veulent dire la même chose pour tout le monde et s'assurer que lorsqu'on les utilise, on parle bien de la même chose. Et donc, on a réalisé tout un travail auprès de la filière fraise pour développer la grille de dégustation pour différentes variétés de fraises, comme par exemple la gariguette ou encore la charlotte. Le métier d'Agrotech, c'est vraiment de réaliser et d'être à l'interface de la science, de la recherche, des consommateurs qui ont des attentes et qui ont des propositions, et des industriels qui vont vouloir transformer les produits de l'agriculture pour répondre aux attentes des consommateurs. C'est important de travailler avec eux parce qu'ils peuvent faire découvrir au public tout le travail qui est fait sur nos produits, les travaux qui concernent les variétés, le goût, tout ça c'est hyper important de pouvoir le faire partager et de travailler justement avec des instituts qui sont reconnus. On se remet en question tous les ans, même des fois plusieurs fois par an. Une campagne, les campagnes ne sont jamais les mêmes, les plantes ne se comportent jamais pareil. Enfin, c'est des challenges qui sont motivants. Voilà. Même si des fois on peut paraître un peu énervé, découragé, en colère, ça fait partie du job. Mais enfin, franchement, c'est un bon job. Allez, retour à l'Agropole avec le président d'Agrotech et le directeur de l'Agropole. Une question pour vous deux, Patrick Georgelin et Sylvain Pinault. On a vu cette démonstration, on a vu ce que pouvaient apporter les équipes de François Chabrier, qu'on salue, qui est dans cette salle. Et on a entendu Marc Dufumier déjà nous poser le contexte. Est-ce qu'aujourd'hui, vous, de votre poste d'observateur, de président d'Agrotech et de l'Agropole, voyez plus de monde, plus de porteurs de projets, justement, participer à cette transformation? Ou est-ce qu'il n'y a pas d'explosion de la demande? Ou est-ce qu'il y a une évolution positive avant de retrouver une start-upeuse, justement, qui incarne cette génération? L'agrotech, c'est aussi un appui et un passage du monde agricole à agro. Et je pense qu'on doit être force de proposition aussi pour l'accompagnement de l'agriculture vers le monde que vous parliez. C'est indispensable, quoi. Et est-ce que, Patrick Georgelin, si on va plus loin, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a plus de monde quand on le message, on ne va pas le personnaliser, mais ce message porté aujourd'hui par Marc Dufumier, est-ce qu'il est de plus en plus incarné par des projets que vous voyez arriver? Oui, tout à fait. On peut prendre des exemples peut-être avec vous aussi, avec Sylvain Pinault, le directeur. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on peut dire oui, il y a un mouvement? Je ne veux pas faire une preuve d'optimisme, s'il n'y a pas de mouvement, vous dites non, il n'y a pas de mouvement. Ce n'est pas pour monter le moral de Marc Dufumier, il n'a pas besoin de ça. Il y a un mouvement, une prise de conscience
globalement de la société et donc du coup des entrepreneurs aujourd'hui, qui est de dire quand je lance mon projet, mon produit, ma société, je vais déjà penser un minimum ce qu'on va appeler avec un grand mot RSE. Et RSE, il n'y a pas que de l'environnement là-dedans, il y a aussi du sociétal. Ça veut dire comment je vais recruter mon équipe, comment je vais faire que mon produit va être bien packagé, comment je vais faire que je parle trop de plastique, comment je vais faire qu'il va être bon. Parce qu'un produit agroalimentaire, s'il n'est pas bon, il ne se vendra pas. Et tout, ça paraît basique, hein, c'est du bon sens. Et on revient un peu au basique finalement. L'idée, c'est de redonner du sens à tout ça. On a plein d'exemples aujourd'hui qu'on accueille à l'Agropole ou qu'on accompagne. Je peux prendre un exemple. Hein. On a accompagné récemment une société qui s'appelle Zalgues, qui travaille la protéine végétale dans le monde marin. La bonne nouvelle là-dedans, c'est que les algues, vous le savez, absorbent pleinement le carbone. Voilà un exemple. Voilà, j'absorbe le carbone et en plus, je développe un produit qui va permettre derrière de faire plaisir aux consommateurs. Pour peu qu'il soit bon, il sera acheté. Et là, on répond de suite à 2 critères. Il est bon, il absorbe le carbone, donc plus de théorie, on passe directement à la pratique. Une belle société qui vient de se développer, nous on accompagne ces projets-là. Et il y en a tous les jours. Alors, on en a une autre, elle est là, c'est Nawal Quinson. Bonjour Nawal, un couple franco-américain, franco-canadien qui vient se poser à Agen, c'est une belle histoire. Le produit lui-même est une belle histoire. Vous allez me dire si j'ai fait erreur en faisant... Il est là, on ne fait pas non plus de la publicité, c'est simplement pour le citer. C'est un produit aujourd'hui qui se développe, on va en parler. Ces recettes seraient nées, si j'ai bien compris, quelques 200 ans avant Jésus-Christ. Vous, la boîte, elle est née il y a 3 ans avant aujourd'hui à peu près, donc il y a un gap. Qu'est-ce qui fait justement qu'on choisit un produit du terroir, parce que ce n'est pas du terroir du 47, mais c'est quand même un terroir, même pas de Nouvelle-Aquitaine, mais c'est un terroir qui vient, on dit de Chine, mais vous l'avez ramené du nord des États-Unis. Qu'est-ce qui fait qu'on choisit un terroir et qu'on va apporter une innovation? Comment ça naît? Comment il déclic? En fait, le déclic est venu de l'Amérique du Nord, où moi j'ai une particularité, c'est que je suis franco-canadienne et mon mari est franco-américain. Et c'est vrai que c'est une boisson qui est d'origine chinoise, qui existe depuis plus de 2200 ans, mais qui a connu un fort succès aux États-Unis et au Canada par des consommateurs qui sont à la recherche de naturalité, de produits sains, à la fois pour la santé et puis pour la planète. Et donc l'idée, c'était de fabriquer cette boisson ancestrale de manière innovante dans un packaging à la fois innovant qui est le verre et parce qu'il est recyclable à l'infini et qu'aujourd'hui dans les rayons de supermarché 98% des bouteilles sont en plastique et les boissons sont sucrées avec des ingrédients chimiques mauvais pour la santé. Donc nous, notre innovation, c'est la fabrication d'une boisson saine, bio, responsable, à la fois pour notre santé et pour la planète. Allez, juste pour qu'on comprenne tous et qu'on sache de quoi on parle, kombucha, je peux dire que c'est un thé dont on arrête la fermentation, comment je peux le préciser? Alors le kombucha, c'est une boisson à base de thé fermenté. Et on la fabrique avec de l'eau, du thé, du sucre et une symbiose de levure et de micro-organismes qui va venir se nourrir de la théine du thé et du sucre et transformer la théine et le sucre en une multitude de bienfaits, des vitamines, des probiotiques. Et elle devient légèrement pétillante. Et nous, on l'aromatise avec des matières premières naturelles pour donner un côté aromatique différent sur chaque parfum. Alors, on va pas dire que la partie est gagnée, mais elle s'annonce bien. Vous êtes aujourd'hui référencé alors en bio, hein, dans des structures, on peut en citer une ou deux. Vous êtes référencé dans des grandes marques. Oui, nous sommes référencés au niveau national chez Biocoop, dans des réseaux spécialisés bio. Nous travaillons également avec le CHR, tout ce qui est café, hôtel, restaurant, en e-commerce. Nous fabriquons également en MDD, en marque blanche. Nous avons eu le bonheur de remporter l'appel d'offres de Biocoop pour fabriquer leur kombucha à marque. C'est-à-dire qu'on peut en boire sans le savoir si on l'achète chez Biocoop. Exactement. Voilà, c'est pas pour faire de la pub, c'est pour être clair. Ici à l'Agropole. D'accord. Alors justement, cette rencontre avec l'Agropole, donc on l'a dit, hein, un jeune couple qui arrive du Nord-Amérique, qui vient se poser à Bordeaux et qui vient, et je vais être très provocateur avec le président d'Agritech et le directeur d'Agropole, qui va se perdre à Agen pour gagner. Alors comment se fait le lien avec Agen à ce moment-là? Alors, quand on a eu l'idée de fabriquer du kombucha, en fait, on s'est rapproché du réseau Entreprendre Nouvelle-Aquitaine et de la CCI. Et ils nous ont dit, vous avez un projet agroalimentaire, il faut aller à l'Agropole d'Agen, qui est le centre technique qui peut vous accompagner tout au long de votre cheminement d'entrepreneur.
Et c'est vrai qu'on est le parfait exemple de la start-up agroalimentaire qui a trouvé toutes les compétences pour l'accompagner au sein de l'agropole. Donc on avait démarré avec Agrotech sur la partie R&D, recherche et développement, avec François Chabrier et toute l'équipe d'Agrotech. Donc on a su maîtriser le process de fermentation grâce à Agrotech, réaliser les premières recettes innovantes. Ils nous ont accompagnés sur tout ce qui est normes de sécurité agroalimentaire, sur la labellisation bio également. On a réalisé nos premières pré-séries en vue d'un amorçage commercial également chez Agrotech. Et puis après, l'Agropole nous a offert un service à la fois humain, technique et financier. On nous a proposé également un local de production au sein de la pépinière dans laquelle on est toujours. On va arrêter là, on va croire qu'il vous a fait passer le texte à l'avance, le directeur de l'Agropole, parce que ça a l'air d'être le lieu idéal que c'est effectivement au vu de certains industriels. Marc Dufumier, est-ce que le terroir, la tradition, résiste à l'innovation ou est-ce que c'est un nouveau produit et qu'il faut oublier le terroir, c'est simplement la base et puis après on innove et puis on remplace? Parce qu'il y a toujours un attachement du public, on en reparlera d'ailleurs avec le travail que fait à l'Agropole sur tout ce qui est l'analyse sensorielle. On a l'impression que le terroir, on en parlera aussi avec la famille Georgelin, on a l'impression que c'est un atout marketing, mais en même temps que l'innovation peut tuer le terroir. Est-ce qu'il y a encore là un combat au-delà des mots? Non, ce qui est en train de tuer le terroir aujourd'hui, je dirais, c'est le dérèglement climatique. C'est quand même vrai qu'entre un terroir, c'est pas qu'un terrain, hein, c'est des interactions entre le terrain, le climat, les insectes favorables ou défavorables et autres. Et c'est ça qui est en train de tuer les terroirs. Et c'est vrai que pour certaines appellations d'origine protégée, où il y a un goût, il y a des tanins, il y a une acidité, il y a ça, s'adapter, c'est-à-dire conserver la qualité du produit alors que le terroir est en train de changer, ça va être un très très gros défi dans les années qui viennent. Est-ce que vous avez un exemple plus criant de produit? Alors, on cite souvent la vigne, pour être très clair. Qui va monter vers le nord. Oui, alors le dérèglement climatique et le réchauffement, c'est pas seulement une remontée d'espèces sauvages et domestiques du sud vers le nord, et de plus, certaines espèces ne montent pas dans les mêmes proportions. Hein. Donc il y a des oiseaux, c'est 250 km plus au nord, certains papillons, c'est seulement 100 km. Là où il y a des oiseaux, il n'y a plus de chenilles, vous voyez l'effondrement, et là où les chenilles sont plus bouffées par les oiseaux, ravage aux cultures. Alors c'est ça l'agriculture moderne de demain, c'est de s'adapter à ça au plus vite. Hein. Et alors, heureusement, la science travaille là-dessus. Je dois dire que c'est sur la vigne, pour l'instant, où l'INRAE travaille beaucoup, parce que justement, c'est quand même très valorisant, hein, les vins d'appellation d'origine protégée, mais c'est en fait toutes les productions d'appellation d'origine protégée qui vont devoir s'adapter. Oui. Sur ces adaptations, ces innovations, il vient d'en parler rapidement, le directeur de l'Agropole, il vient de prendre l'exemple, et ce n'était pas le hasard, d'une entreprise qui travaille sur l'algue. On voit qu'il y a des chefs aujourd'hui, et non des moindres, l'ex-triple étoile à La Rochelle, Coutenceau, qu'on a eu sur une précédente rencontre, qui travaillent beaucoup l'algue, ils sont nombreux. Est-ce qu'aujourd'hui, vous dites que ça, c'est une innovation ou c'est juste une interprétation, une utilisation différente d'un gisement naturel? Et quel regard vous avez là-dessus? Est-ce que vous dites oui, on va y aller beaucoup plus, ou attention? Non, ça peut très bien être les deux à la fois. Hein. Ça peut être très innovant et puis c'est effectivement une autre façon de concevoir les choses. Je ne sais pas où vous en êtes sur, par exemple, l'utilisation des insectes. Alors, on va en parler. Répondez-moi sur les algues et on vit dans les insectes parce que c'est deux sujets pour moi différents. Oui, moi les algues, j'approuve totalement. Hein. C'est à la fois, ça peut être un puits de carbone, ça peut être une source de protéines, ça peut être... Non, il y a urgence de travailler effectivement sur les algues aujourd'hui. Hein. Mais urgence même, à la limite, c'est pourquoi on s'y prend si tard. Alors, ça revient souvent quand on vous lit, et j'insiste vraiment, de la terre à l'assiette, je le dis aux gens qui nous suivent, et merci encore. Puis je le rappelle, cette émission, vous pouvez la revoir, et surtout dire à des copains, des étudiants, des enfants, regardez là, il y a des choses à apprendre. Justement sur ces changements, vous en parlez dans cet ouvrage, vous parlez beaucoup justement des insectes. Et là, pour le coup, et on va demander d'abord à l'Agropole s'il y a des chantiers en cours sur les insectes ici. Est-ce qu'on a des gens qui travaillent sur les insectes à l'Agropole ou pas encore? On a eu sur les insectes, effectivement. Avec quelle suite? Parce qu'on a vu beaucoup de projets un peu éphémères, sans jeu de mots, avec d'autres insectes. Est-ce qu'aujourd'hui, ça perdure ou est-ce que c'est compliqué? Et puis on donne la parole à Marc Dufumier. C'est pas simple, ça perdure, et ça perdure plutôt dans la nutrition animale. On a une barrière culturelle à l'entrée, tout simplement. Ouais. Hein. Manger des insectes, ça se lit dans les bouquins, mais ça se pratique pas. C'est important ce qu'on vient de dire. Barrière culturelle, Marc Dufumier. Qu'est-ce qu'on en fait justement dans nos mutations, dans nos évolutions de ça? Alors, comment je dis aux Français, vous qui faites les pays du Sud, vous avez forcément mangé des sauterelles ou des criquets au Mali ou je ne sais où.
C'est pas facile à mettre à l'apéro, ça, chez les copains le samedi soir. Alors effectivement, moi j'adore les insectes, mais c'est parce qu'ayant travaillé dans les pays du Sud, les vers de farine, les grillons, etc., je trouve ça très bon plutôt à l'apéro, hein, pour être très clair. Mais oui, il y a de très grandes différences culturelles. J'ai vu au salon de l'agriculture, au dernier salon de l'agriculture, où on essayait de faire manger des insectes à des gens qui refusaient. Donc oui, et je pense qu'effectivement les insectes, c'est surtout riche dans les acides aminés essentiels, hein, ça peut être une bonne substitution à des farines animales, ça peut être même une bonne substitution à du soja, parce que l'équilibre entre les acides aminés est essentiel. Mais je pense oui que l'avenir en France, en tout cas, ce sera l'alimentation animale. Mais moi, à la limite, voir des saumons nourris avec des insectes plutôt qu'avec des sardines, oui, je suis assez favorable à ce type d'innovation. Préférez manger les insectes directement que les manger à travers le saumon. Alors, oui, alors ça c'est quand même vrai, hein, on dépense d'énergie et autres. Oui, les insectes, ça peut être très bon pour notre santé, oui, absolument. Un sujet peut-être plus local, toujours sur cette notion d'innovation, de progrès. Est-ce qu'aujourd'hui, vous nous défendez que le fait d'interdire les OGM, par exemple, c'est une innovation et un progrès? Et en quoi c'en est un? On est dans un sujet qui sort un peu du cadre de l'agropole, mais qui parle de la production de ce qu'on va manger demain et qu'on mange déjà aujourd'hui. Oui, je pense qu'on peut commencer à avoir un premier jugement. Est-ce que le fait que l'Espagne, par exemple, cultive des maïs OGM, est-ce que cela a vraiment donné un gain en compétitivité? Je demande à voir. Réponse? Ben, la réponse est non. Exactement. Hein. Donc, oui, il y a eu aussi des fausses innovations, enfin des innovations, mais qui n'étaient pas porteuses. C'est-à-dire, c'est très bien d'innover, mais il faut quand même regarder à qui elles sont destinées. Et puis, y compris pour le bio, on voit bien, c'est quand même le pouvoir d'achat. Et si le produit bio n'est destiné qu'à des gens, que des bourgeois bohèmes, et que les perturbateurs endocriniens, c'est pour les couches modestes, non, moi, de nouveau, je me fâche, hein, pour être très clair. Donc, la question des innovations, c'est au profit de qui? Alors, le consommateur prêt à acheter un bon produit parce que, évidemment, plus sain, et il est prêt à payer, c'est logique que ce soit le consommateur qui paye. Mais quand la même innovation peut être d'intérêt général, ça séquestre du carbone, les légumineuses nous évitent des importations de soja transgénique en provenance de la forêt amazonienne, enfin d'une forêt déforestée, ou ça nous évite des importations de gaz naturel russe pour fabriquer des engrais azotés de synthèse, ce genre de choses. Là, ce sera aux contribuables de payer. Et je pense effectivement qu'on a un peu raté le coche au moment de la réforme de la politique agricole commune. Ce qu'on appelle aujourd'hui des subventions, les agriculteurs, vous êtes des mendiants, vous avez besoin d'aide, c'est de leur dire non, écoutez, vous nous rendez un service d'intérêt général par la voie contractuelle, et du coup il y aurait une subsidiarité territoriale, hein, pour définir les techniques les plus conformes à l'intérêt général, mais dites-moi là, vos techniques qui séquestrent du carbone, à quel prix êtes-vous prêts à nous les fournir? On vous paye. Et du coup les paysans droit dans leurs bottes, fiers de rendre un service d'intérêt général, et en même temps un bon produit, pourquoi pas? Ça pourrait aussi réconcilier certains avec l'agriculture, parce que c'est un combat qu'on connaît sur ces territoires de Nouvelle-Aquitaine. Et je pense que là, j'en profite pour saluer Jean-Pierre Reynaud, là, qui représente la région en tant que vice-président en charge de ce dossier. Je crois qu'on a des dossiers aujourd'hui sociétaux là-dessus. Pourquoi je vous ai parlé d'OGM, d'insectes, etc. Tout est lié, je viens vers vous, Noël, c'est que le consommateur, c'est le premier à dire oui ou non à un produit qui arrive. Et donc on le voit qui plus en plus dit non, merci, les OGM, j'en veux pas. Qui dit, vous venez de le dire, les insectes, pas trop. Comment le marché réagit justement à un nouveau produit? La réaction, et je ne vais pas trahir un secret, quand vous êtes arrivé avec le Kobuncha Agropole, il paraît qu'il y en a un qui a dit le cocoa. Donc ça veut dire que déjà il y avait un travail d'acculturation. Je ne cite pas mes sources. Mais en tout cas, ce que je veux dire, et moi le premier, ce que je veux dire, c'est comment on part avec un produit qui n'est pas connu pour convaincre, un petit peu comme le fait avec ses amis Marc Dufumier et les insectes, comment on fait et comment on mesure que le marché est prêt de l'accepter? Alors, je vous confirme que c'est compliqué de changer les mentalités, les comportements alimentaires qui sont là depuis 50 ans. C'est vrai qu'on boit du sucre depuis 50 ans avec des boissons gazeuses. Et donc, c'est compliqué. Mais il y a une vraie démarche. On sent qu'aujourd'hui, le marché est prêt pour changer de comportement, parce que le consommateur est à la recherche aujourd'hui de produits authentiques, naturels, parce qu'il est conscient de l'impact que ça a sur sa santé et sur aussi l'environnement.
Je reviens vers vous, Sylvain Pinault, parce que ça, c'est un travail qui est fait ici à l'Agropole, cette démarche, on va dire, sensorielle. Je ne sais pas comment vous allez nous la traduire. En tout cas, il y a un travail qui est fait pour voir si le produit qui arrive sur le marché va être en adéquation avec ce que les consommateurs attendent. Expliquez-nous un peu techniquement comment ça se passe. Alors, nous, l'idée d'Agropole et de l'année sensorielle en particulier, c'est de dérisquer un maximum les activités. De faire en sorte, dérisquer, de faire en sorte de rapidement comprendre ce que le consommateur attend. Parce que si le consommateur n'achète pas, l'activité s'arrête. On a beau avoir les beaux process, les beaux ingrédients, le bon sourcing qui va bien, si ça ne se vend pas, ça ne marchera pas. Donc la société s'arrête. Donc nous, l'idée, c'est de gagner énormément de temps entre l'idée du porteur de projet et le consommateur. Notre raison d'être à l'Agropole, c'est de l'idée à l'usine et de l'idée au consommateur surtout. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester rapidement les produits auprès d'un panel de consommateurs local. À peu près 4000 consommateurs ici viennent à l'Agropole tous les jours. Et à l'issue de ces analyses qui sont scientifiques, on a accrédité COFRAC, on a toutes les labellisations qui vont bien, on va déterminer finalement le profil à la fois du consommateur qui va pouvoir acheter le produit proposé par l'entrepreneur, éventuellement son coût, parce que le coût fait partie aussi du sujet, et puis rapidement de se dire si ça vaut le coup ou non de lancer avec l'entrepreneur le produit. Derrière, on va encore un peu plus loin, on met en place avec l'entrepreneur, ça c'est un petit peu une nouveauté qui va arriver sur l'activité d'Agropole prochainement, on va mettre en place un corner directement dans les centres commerciaux pour tester l'acte d'achat du produit et rapidement se rendre compte. Localement pour l'instant, et puis on a quelques partenariats qui vont s'inscrire dans la durée avec des GMS, des grandes surfaces nationales. L'idée, c'est rapidement de voir si l'acte d'achat se réalise, oui ou non, et si surtout l'acte d'achat se reproduit. Ça, c'est important. Juste pour recontextualiser, vous me direz si ces chiffres sont encore valables. Je crois qu'ils ont 5-6 ans. 2 entreprises agroalimentaires sur 3 innovent en permanence. Je vais venir vers vous, président de l'Agrotech. 50% de ce que l'on trouve aujourd'hui dans les rayons des grandes surfaces, on en parle à l'instant, n'existait pas il y a 5 ans. Est-ce que vous confirmez ça, Patrick Georgelin, cette accélération de l'innovation dans l'agroalimentaire ? Oui, tout à fait. Parce que le consommateur attend autre chose. On parlait tout à l'heure de l'agriculture. L'agriculture, les années 70-80, c'était agriculture intensive. Et l'agroalimentaire a suivi, a fait de l'intensif. Aujourd'hui, on revient vers ce que l'on dit des produits de tradition, de terroir, d'innovation, parce que c'est aussi de l'innovation de revenir sur des recettes qui existaient au préalable. Et donc derrière, on doit avoir cette démarche de porter vers de l'innovation, comment on peut le... accompagnement. Agile. Okay. Voilà. Juste un mot. Tout à l'heure, vous avez parlé du lien agriculture-agro. Aujourd'hui, et on a entendu parler là tout à l'heure par vous, Sylvain, et on va revenir vers vous pour voir comment ça se passe, c'est le sourcing. Alors, excusez-moi de l'anglicisme. En tout cas, c'est où est-ce que je m'approvisionne pour faire ma compote, où je m'approvisionne pour faire ma sauce tomate, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, avec Agrotech, avec l'Agropole, on est encore plus soucieux et est-ce que les circuits sont de plus en plus courts? Parce que c'est un des combats aussi de Marc Dufumier. Qui nous répond? Les circuits sont de plus en plus courts parce que la société nous demande d'aller plus vite. Ouais. Donc déjà, il faut répondre à ce besoin-là. Après, ça n'empêche pas qu'il y ait... Parler des circuits d'approvisionnement, ça peut venir aussi vite du sud de l'Espagne que du sud du département. Hein. Exactement. Donc la réponse, elle est où? La réponse, elle est entre les deux pour moi. La réponse, elle est entre les deux puisqu'on va cultiver peut-être des tomates en Lot-et-Garonne. Par contre, il y aura des produits, les pois chiches, on en cultive ici, on en cultive aussi ailleurs. Donc il va falloir à un moment donné, dans les recettes, pour peu que le plat, le produit soit un peu élaboré, on ne va pas pouvoir tout sourcer dans le local. Donc il va falloir être à la fois intelligent pour sourcer un maximum les produits qu'on fabrique ici, qu'on produit ici, et les produits qu'on ne fabrique pas, c'est trouver les bons partenariats avec les entreprises extra-locales, en région, nationale, même à l'international, pour pouvoir composer le produit. Donc il faut les deux. Nawal Quinson, on peut prendre l'exemple de votre produit sans donner la recette qui, comme celle d'un fameux soda, va rester secrète des siècles et des siècles. Mais où est-ce que vous approvisionnez? Alors nous, c'est vrai qu'on fabrique du thé, donc le thé vient forcément d'ailleurs que la Nouvelle-Aquitaine et de la France, mais on essaye de faire la politique de l'escargot pour les matières premières que nous utilisons pour aromatiser nos produits, c'est-à-dire on essaie de les sourcer en bio, en Nouvelle-Aquitaine ou en France, et puis si on ne trouve pas en France, on va un petit peu plus loin, mais essayer d'être le plus local possible. Voilà.
Alors, vous avez peut-être fait à bon escient, mais je peux vous assurer qu'il y a à côté de vous quelqu'un qui défend justement cette stratégie de l'escargot. J'aimerais bien qu'on définisse ce que c'est d'ailleurs, Marc Dufumier. C'est quoi, quand on vient de l'entendre de la bouche d'une start-upeuse, quand vous en parlez devant vos étudiants, que vous le mettez dans vos livres, c'est quoi cette technique de l'escargot? Alors, que certains disent circuit court. Alors d'abord, circuit court, ça veut dire est-ce qu'il y a beaucoup d'intermédiaires ou pas, et est-ce que c'est local ou pas. Mais par exemple, dans l'agriculture à proprement parler, pour moi, le circuit court, c'est la photosynthèse et les légumineuses en circuit le plus court, c'est-à-dire c'est la févrole entre des rangées de blé. Et alors ça fournit des protéines, ça fournit de l'énergie. Et puis quand après récolte, les micro-organismes, les champignons, ça profite, et les bactéries ont le carbone de la paille, ils ont l'azote de la légumineuse, et vous fabriquent de l'humus sans même qu'on ait à mettre du fumier. Et pourtant, je suis un grand défenseur du fumier. Parce que le circuit court et l'escargot, c'est aussi de remettre les animaux sur la paille, que l'azote de l'urine rejoigne le carbone de la paille, ça fabrique du fumier, l'azote ne fertilisera pas des algues vertes sur le littoral, et tout reviendra dans le sol, ça fabrique de l'humus, ça retient l'eau. Par rapport au dérèglement climatique, c'est pas idiot, quoi. On va rester dans la sémantique, parce que vous êtes certainement celui qui a le plus fait en matière d'agroécologie. Je pense qu'on a encore besoin de vulgariser ce terme et de le définir. Redonnez-nous la définition par vous, Marc Dufumier, de l'agroécologie, qui est aujourd'hui totalement transversale dans tous les sujets qu'on aborde en matière d'agro. Moi, c'est des femmes malgaches analphabètes qui m'ont initié à l'agroécologie. Il va falloir nous dire ce que c'est. J'enseignais la riziculture améliorée, la variété améliorée, mais qui était concurrencée par des herbes adventices que j'appelais mauvaises herbes. Donc j'enseignais l'herbicide, sensible à la périculariose, un champignon, j'enseignais le fongicide, un virus transmis par une cicadelle, j'enseignais l'insecticide. Et ces femmes m'ont dit que je tuais toutes leurs sources de protéines. J'accroissais le rendement du sorgho. Donc l'agroécologie, c'est reconnaître que l'objet de travail des agriculteurs, c'est un écosystème qui certes a été simplifié pour favoriser la croissance des espèces utiles, mais il ne faut pas le fragiliser, le simplifier trop, parce que sinon on le fragilise exagérément. Puis elles m'ont montré que le canard picorait ce que j'appelais la mauvaise herbe, que le canard picorait la cicadelle, et donc que je n'avais pas besoin de vulgariser les produits en CID. Voilà, je crois qu'on n'a pas tous compris où vous aviez pris cette leçon de vie. C'était où ? C'était Madagascar. Madagascar. Mais c'est encore, j'ai revérifié ça encore plus en vrai en Asie, où alors la rizière est d'une complexité incroyable. Et si l'Asie est si densément peuplée aujourd'hui et a su conserver les forêts vierges naturelles, celles qu'on est en train de détruire pour mettre des plantations de palmiers à huile, donc très densément peuplées, c'est qu'ils ont très tôt inventé la rizière, hautement productive, et sans jachère ni quoi que ce soit. Et donc, oui, c'est ça. Même pour protéger des écosystèmes naturels, il faut savoir avoir un agroécosystème, un écosystème qui fait un usage intensif de ce qui est pléthorique, renouvelable, gratuit, ce genre de choses, et durable, c'est-à-dire productif et durable. Oui, oui. L'agroécologie, c'est la discipline des agroécologues. Alors moi, je voudrais savoir si justement, en matière d'agroécologie appliquée à l'image de l'agropole, d'agrotech, est-ce que c'est un peu l'histoire de l'œuf et de la poule? Est-ce que ça part du milieu agricole qui est en train de faire évoluer sa production et du coup vous êtes obligé d'adapter vos produits agroalimentaires à partir de cette nouvelle production? Ou est-ce que c'est la production agroalimentaire qui va montrer le chemin et qui du coup fait évoluer l'agriculture? Réponse avec vous, Patrick, si vous voulez bien. Les deux. Vous êtes normand, vous, hein, vous êtes comme Monsieur Dufumier qui est normand d'origine. Allez, dites-nous pourquoi les deux. Les deux, parce que je pense que il y a des porteurs de projets qui arrivent avec des idées qui peuvent plaire aux consommateurs. Il faut les adapter sur la qualité des produits, adapter sur le packaging, parce que c'est très important. Mais c'est aussi suivre des tendances. On ne peut pas être toujours à contre-courant, et à contre-courant, c'est difficile de développer et de correspondre aux attentes. Et c'est pour ça que l'Agrotech est là aussi pour accompagner les porteurs de projets de ces innovations. Et là, il y a un très gros travail qui est fait par les équipes. Sylvain Pinault, justement, ces équipes, elles voient arriver... J'y reviens. Le porteur de projet qui dit « je cherche tel produit, aidez-moi » ou est-ce que vous voyez les porteurs de projet dire « on a un nouveau produit agricole qu'on a vu, on va en faire quelque chose » ? Dans quel sens ça marche le plus dans ce que vous faites en matière d'accompagnement ? Je vais être un petit peu normand, désolé, mais c'est... Non, mais dites-nous, parce que c'est important. On a les deux cas de figure, on a même 3 cas de figure, parce qu'on accompagne les entreprises à différents stades de maturité. Pour moi, ce qui est important, c'est toujours de considérer l'ensemble de la chaîne, j'y reviens, et du coup de créer
un écosystème, et ça c'est l'agropole depuis 30 ans, un écosystème qui rallie l'agriculture avec l'outil de transformation au plus proche. La distribution n'est pas loin. Mais parlez d'esprit village, j'aimerais bien que vous reveniez là-dessus, sur cet écosystème local. J'aime bien l'esprit village parce que déjà le village c'est une petite famille, c'est petit, c'est pas grand, on est loin des macros ou des métropoles. Et l'idée c'est de faire en sorte que les gens se parlent au quotidien, ça c'est l'esprit d'agropole, se parlent, créent des projets, testent, se loupent, c'est pas grave, celui qui se loupe pas, il fait rien. Et puis ça va dans les deux sens, hein. Patrick l'a très bien dit, quand on a un produit alimentaire, on a l'idée, il faut penser aussi comment on va le sourcer, à partir de quelle plante on va le fabriquer. Et puis à l'inverse, l'agriculteur, s'il n'a pas de débouché, il ne pourra pas vendre. Donc à un moment donné, il faut vraiment être très fin, mais aussi très proche, très pragmatique, en créant ces mini-villages, en fait, ces micro-systèmes. Voilà. Donc pour faire ça et pour poursuivre ça, nous, on développe aujourd'hui le modèle agropole ailleurs qu'à Agen, avec toujours cette constance et de dire on rapproche les mondes qui naturellement ne se parlent pas, hormis pendant les stades de négociation. On va prendre un exemple qui, à mon avis, aujourd'hui est concret, puis on va faire le contexte avec Marc Dufumier, parce qu'il y a un débat récent en plus qui a sorti dans l'actualité. On va voir avec vous, qu'est-ce qu'il en est, par exemple, du steak végétal. Est-ce qu'aujourd'hui, au niveau de l'agropole, il y a eu ou il y a encore des entreprises avec Agrotech qui se posent la question du steak végétal ? Je vous laisse le temps de répondre, mais je voudrais que Marc Dufumier nous mette dans le contexte. On a vu la semaine dernière l'Europe nous dire qu'il y a trop de vaches en France, donc ça peut, s'ils vont au bout du projet, c'est-à-dire qu'il faudrait diminuer le cheptel du fait de la participation pour des raisons de paix, d'euros, de ces bovidés qui participent à l'effet de serre. Vous validez, vous le scientifique, aujourd'hui, cette difficulté qu'on a à concilier l'élevage bovin avec la protection de l'environnement, avant de parler des steaks végétaux ? Alors, la réponse est quand même oui, mais il faut effectivement parfois savoir nuancer. Hein. C'est donc les ruminants. Hein. Donc, effectivement, dans le rumen, cette fermentation, il y a du dégagement de méthane. Mais dans certaines régions, par exemple, où il n'y a plus d'élevage, remettre de l'élevage de ruminants et donc remettre des prairies temporaires avec des légumineuses, des luzernes, des trèfles, des sainfoins, des lotiers, c'est peut-être pas idiot en termes de contribution à l'atténuation du réchauffement climatique, parce que ces légumineuses ont fertilisé le sol en azote pour les cultures qui viennent en rotation, la betterave, le colza, le tournesol, et du coup ça nous évite des émissions de protoxyde d'azote, qui est 10 fois plus réchauffant que le méthane, et qui, effectivement, qu'on emploie des engrais azotés de synthèse. Donc, rétablir de l'élevage et diminuer l'emploi d'engrais azotés de synthèse dans un même terroir, du coup, c'est le terroir qui importe et pas seulement la filière, hein, c'est très important, ça peut contribuer parfois même à atténuer le réchauffement climatique. La prairie peut être un petit puits de carbone et surtout, elle contribue à fertiliser en azote les cultures qui viennent en rotation. Donc, on fait le bilan, pas seulement l'analyse de cycle de vie à l'échelle de la filière, mais du territoire. Attention, il faut être prudent. Moi, je serais pour qu'on déplace beaucoup d'animaux de Bretagne vers les régions céréalières, hein, donc pas d'azote pour fertiliser les algues vertes et de l'azote de légumineuses pour fertiliser nos blés. Ça veut dire qu'il faudrait une implantation plus harmonieuse de ces troupeaux. Oui, absolument. Ça revient c'est aussi la dériscation, hein, la polyculture élevage, la résilience des revenus, la résilience des écosystèmes. Ça va dans le sens quand même d'une diversification accrue. Et la grande erreur des économies d'échelle pour produire au moindre coût monétaire, on produit un lait pas cher, mais on paye beaucoup d'impôts pour retirer les algues vertes. On produit un blé soi-disant pas cher, mais pour qu'il n'y ait pas d'atrazine dans l'eau du robinet, ça nous coûte extrêmement cher. Donc il faut éliminer tous ces coûts cachés, mais c'est parfaitement compatible avec des préoccupations environnementales, des préoccupations sans préjudice aux générations futures. Il faut dire ça aux jeunes. Hein. La fertilité, c'est pas seulement la fertilité des sols, c'est la fertilité des sols, c'est la fertilité de l'écosystème. Il ne faut pas qu'il y ait d'effondrement des pollinisateurs, il faut qu'il y ait encore des coccinelles, il faut qu'il y ait encore des mésanges bleus pour s'attaquer aux carpocaps, c'est qu'on ait des pommes sans petits vers et sans pesticides, quoi. Mais on n'est pas sans solution. Oui, on va encore innover, oui. Vous nous donnez une petite leçon d'optimisme avec une agriculture harmonieuse. Ça nous fait du bien, Marc Dufumier, merci. Sylvain, je reviens vers vous, Sylvain Pinault. Ce sujet du steak végétal, c'est un sujet aujourd'hui pour Agrotech, pour Agropole. Il y a des équipes qui travaillent. Vous avez vu passer des porteurs de projets. C'est quoi l'actualité ? Beaucoup steak végétal. Alors, le petit souci, c'est que steak végétal, déjà, ce sont deux mots qui sont antinomiques. Hein. Alors, allez-y. Un steak, je vois Jean-Pierre, un steak, c'est la limousine ici. Hein. La limousine, la viande. Les végétales, c'est les légumes. Et le problème, c'est que le consommateur veut du steak végétal, mais il veut du steak. Donc, ce qui s'est passé, mais ça fait plus de 10 ans qu'on lance avec des porteurs de projets des steaks végétaux ou des pavés végétaux qui ont fonctionné à un moment donné, sauf que quand le consommateur se rend compte finalement que ce n'est plus du steak, ce n'est plus de la viande, ce n'est plus de la limousine, il n'achète plus.
Donc on a des tendances aujourd'hui qui consistent à mettre en œuvre des solutions qui vont ressembler à de la fibre de viande. Je pense à une société qu'on a récompensée au concours national Agropole il y a 2 ans, qui s'appelle Umiami. Et là, on va vraiment retrouver la texture de la viande. Attention, c'est toujours pas de la viande. Donc attention aux antinomies, attention aussi à vouloir copier un terroir qui est faussement du terroir en fait. Donc il faut faire très attention à l'appellation marketing et il ne faut pas duper le consommateur. Donc là, dans notre débat aujourd'hui, entre terroir et innovation, on a une première leçon, c'est attention à respecter l'existant quand on va créer une vraie nouveauté. Vous êtes d'accord avec ça, Marc Dufumier? Il faut qu'on appelle un chat un chat? Oui, puis dans la série des risques, ce qui comprend aux États-Unis, l'engouement pour les steaks végétaux est en train de s'effondrer. Donc je pense que oui, je pense que le consommateur, si à la limite manger un peu moins de viande et plus de fibres, plus de légumes secs et autres, parce que régime méditerranéen, moins de cancer du côlon, oui, c'est un choix qu'ils peuvent faire parce que bien instruits des risques sur la santé des uns et des autres, moins d'acides gras saturés et tout. Moi, je préfère que le changement de comportement des consommateurs soit de cette nature-là. C'est-à-dire je sais que je mange des fibres végétales et c'est pas de l'animal. J'ai une préférence très clairement pour ça, oui. Justement, par rapport à ça, Marc Dufumier, une enquête Ipsos l'année dernière, je crois, montrait par quelques questions comment le consommateur était conservateur. Est-ce que vous le trouvez aussi conservateur, ce consommateur? Alors quand je vois je parle de la jeunesse là qui mange des burgers. Oui, on a beaucoup de jeunes dans la salle, on est ravis de les accueillir. Je suis parfois un peu surpris, moi qui suis quand même un peu ancien. Mais il peut y avoir des burgers de très grande qualité, je n'en doute pas. Donc c'est pas une opposition. Mais oui, les goûts alimentaires changent d'une génération à l'autre. La leçon des ateliers sensoriels, enfin pas des ateliers, de tout ce que vous faites en matière de, on va le dire, 300, 400 par an où je surévalue à l'Agropole 900. 900. On s'arrête là? 900. Alors 900 par an. Justement, le consommateur, il est conservateur à votre avis, Sylvain Pinault? Le consommateur, il est très paradoxal. Le consommateur, il va vouloir être conservateur. Il va être très conservateur quand il va vouloir acheter parce que ça va coûter. Donc le prix pour lui, c'est voilà. Et puis une fois qu'il aura goûté, il va vite déchanter parce qu'il va se rendre compte que le produit qu'il attendait n'est pas le produit qu'il va déguster. Donc il va revenir, il va tester un autre produit. Par contre, il va être assez curieux. Donc ça, c'est intéressant. Et justement, il faut jouer avec ça. Nous, dans l'industrie, il faut innover en permanence pour pouvoir justement attiser la curiosité et aller chercher du coup les meilleures innovations qui vont permettre de passer à l'acte d'achat. Patrick, si vous voulez en parler, alors on va remettre la casquette Patrick Georgelin de l'entreprise. On va d'ailleurs accueillir tout à l'heure votre frère Lucien Georgelin. Vous partagez cet avis sur ce consommateur qui est difficile justement à cerner et que ce n'est pas toujours évident d'aller le chercher, surtout quand on lui apporte des innovations. Parce que vous, je vais le redire, mais il y a le mot tradition et innovation dans le slogan. On va le voir avec Lucien Georgelin tout à l'heure. Il y a le mythique chaudron en cuivre. Donc on ne peut pas dire que ça soit de la science-fiction. Est-ce que ce consommateur, il a encore besoin d'être rassuré ? Oui, parce que le consommateur, comme dit Sylvain, il a des codes. Il se réfère toujours à ces codes. Et il peut être très déçu, on dit, parce qu'on lui vend une idée qu'il ne perçoit pas au niveau du palais. C'est pour ça que l'on disait qu'il ne faut pas aller trop loin dans la démarche de la cuisine de demain. Et ça, il faut faire très attention. Alors justement, Nawal, est-ce que vous en êtes là et est-ce que vous dites je vais être obligé d'y passer, entre guillemets, comme l'examen terrible qui vous attend avec votre produit? Et est-ce que vous êtes passé au test sensoriel ou est-ce que vous imaginez que vous allez devoir le faire? Alors, on l'a déjà fait, puisqu'on quand on a démarré, en effet, on a fait les tests organoleptiques, les tests consommateurs, tests sensoriels chez Agrotech. Et aujourd'hui, ça fait plusieurs années qu'on commercialise nos boissons. Et on peut dire que notre produit est validé par le consommateur. Voilà, maintenant, il faut plus de moyens pour faire connaître le produit et le kombucha. Quand on dit plus de moyens pour faire connaître, on parle quoi? De communication, de marketing? Oui, il faut des moyens financiers, voilà, marketing. Un autre sujet. Allez, je vous propose qu'on aille voir une autre innovation. On va aller voir des houblonniers ici dans le département du Lot-et-Garonne. Je vais vous remercier, si vous voulez bien, Monsieur Georgelin, mais un Georgelin remplace un autre. Donc, quand vous allez nous retrouver, ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, sur sudouest.fr, tv7.fr et sur le site de l'ANA, vous aurez Lucien Georgelin à la place de Patrick Georgelin. Tout ça par magie pendant la vidéo avec les houblonniers. À tout de suite.
depuis une dizaine d'années, on assiste à un essor des brasseries artisanales, ce qui a augmenté la demande en houblon et notamment aussi créé un nouveau marché sur du houblon français, local et voire en agriculture biologique. Et Open a été créé pour répondre à cette demande. Donc on a eu des premiers houblonniers qui se sont installés avec nous, dont font partie Aline et Adrien qui ont cette houblonnière-là. Et en fait, ils ont le profil typique des houblonniers qu'on accompagne, c'est-à-dire des agriculteurs qui sont déjà installés sur des cultures assez techniques. Donc on va accompagner les porteurs de projets, recueillir leurs demandes, évaluer avec eux le projet et le construire, les accompagner sur l'installation, tout le suivi technique. Et aussi, on développe pas mal d'expérimentations chez eux. Et c'est aussi pour ça qu'on a développé en fait, un partenariat de recherche aussi avec Agrotech. Donc à la base, ils nous font les analyses chimiques des houblons. L'analyse chimique et l'analyse sensorielle, on a développé avec eux tout un projet sur l'aspect terroir, par exemple la variété cascade, qu'elle soit plantée dans le Béarn ou dans la Beauce, c'est le panel géographique de nos producteurs. En fait, elle ne va pas s'exprimer pareil. Et donc nous, ça nous permet de mieux connaître nos produits, de bien comprendre les effets climatiques, fournir le houblon le plus local possible à toutes les brasseries, parce qu'on aimerait bien pouvoir approvisionner les brasseries avec un houblon à moins de 250 km et leur fournir le panel de variétés qu'ils veulent, tout en étant résilients sur les aléas climatiques. Open Terre de Houblon est venu taper à notre porte dans le cadre d'un programme financé par la région concernant tout ce qui est accompagnement de filières. Ils sont venus nous voir pour les aider à caractériser les variétés de houblon qu'ils réimplantent en Nouvelle-Aquitaine. Les différentes variétés qu'ils vont proposer aux microbrasseurs sont différentes les unes des autres. Et en quoi elles sont différentes? Et est-ce qu'il y a des différences de composition moléculaire, donc aromatique? Et ça, on va l'analyser à travers des analyses physico-chimiques, notamment avec ce qu'on appelle un nez électronique. Et également, on va regarder si ces différences de composition aromatique se perçoivent d'un point de vue sensoriel. Et donc là, pour ça, on a monté tout un panel de dégustateurs qu'on a entraîné spécifiquement à l'olfaction des pelets de houblon. Et un petit peu plus tard, on va les entraîner à la perception du houblon dans la bière. Il a fallu d'abord regarder sur quelle matrice on était confortable pour sentir le houblon. Et ensuite, comment on les a entraînés? On les a entraînés petit à petit à mémoriser des odeurs et à donner du vocabulaire, donner un nom sur ce qu'ils perçoivent en termes d'odeur. Tout ça, pourquoi? Ça va nous permettre de regarder s'il existe des corrélations entre la composition aromatique et la perception sensorielle. La cerise sur le gâteau, en fait, ce serait de montrer que le fait de faire pousser des variétés de houblon en Nouvelle-Aquitaine, ça leur apporte une caractéristique qui est propre à la Nouvelle-Aquitaine, un peu comme le vin. Cette brasserie a été créée en septembre 2022, donc c'est tout récent. Elle a commencé à produire au mois de novembre et le bar a été ouvert au mois de décembre. Le phénomène de microbrasserie est un petit peu une réponse locale, je dirais, aux industriels qui sont de très grosses entreprises de la bière au niveau mondial. Et donc là, c'est d'utiliser des ressources locales, comme du malt qui est produit en Charente, donc à la malterie de l'Ouest, ou des houblons qui sont produits ici dans le département, le Lot-et-Garonne, et transformés par la société Open, donc qui est un de nos fournisseurs. Marc Dufumier, est-ce qu'on est en train d'innover en mettant du houblon ici dans le Lot-et-Garonne, ou est-ce qu'on est juste en train d'évoluer? Alors, les deux à la fois, hein, c'est une évolution, mais c'est de l'innovation. Et je pense que tout ce qui va dans le sens d'une diversification, des rotations plus longues, des assolements plus diversifiés, c'est quand même moins de propagation, de ravageurs, d'agents pathogènes et ce genre de choses. Oui, oui, c'est utile pour l'intérêt. Est-ce qu'on peut le général. développer un peu pour que le grand public qu'on salue et qui nous suit toujours sur tv7.fr et sudouest.fr puisse mieux comprendre cette nécessité, justement, parce qu'on est habitué, nous, souvent, à avoir toujours le même blé au même endroit, le même colza au même endroit. Je vais caricaturer et faire hurler les agriculteurs qui nous suivent, on les salue. En quoi c'est important de faire tourner?
Alors, effectivement, les rotations, c'est que les plantes qui vont se succéder ne sont pas dans les mêmes calendriers culturaux. Un ravageur qui prospère dans une culture, l'année d'après sera embarrassé parce que c'est plus son climat. Et donc, pareil pour la diversification territoriale, un ravageur d'une espèce, pour rencontrer la plante de la même espèce, si vous lui mettez 5 barrières végétales, il ne va pas beaucoup proliférer. Donc l'agriculture moderne de demain, j'entends, n'emploie plus les produits herbicides, on n'éradique plus, on minore la prolifération, on minore les ravages, y compris en choisissant des variétés tolérantes. Quand il y a des insectes piqueurs-suceurs, on choisit des variétés velues. L'insecte piqueur-suceur, il essaie de piquer et sucer, il n'y parvient pas. Des chenilles, alors feuilles lisses, cirées, le papillon dépose son œuf, l'œuf tombe à terre. Puis aujourd'hui, on connaît quelques plantes annuelles qui tolèrent la présence simultanée de chenilles et d'insectes piqueurs-suceurs. L'insecte piqueur-suceur fait le trou pour sucer la. Il y a un gaz volatile qui se dégage, ça attire la coccinelle qui va s'attaquer au puceron. Donc on n'éradique plus, mais on minore les ravageurs, on minore les herbes concurrentes et autres. Et alors dans les innovations, surtout quand on parle d'alimentation, je propose qu'on mette du chanvre dans nos rotations. Alors on veut dire, on ne mange pas le chanvre. Oui, mais le chanvre, il pousse tellement vite qu'il fait un tel ombrage aux dites mauvaises herbes, des herbes adventices, qu'elles ne vont pas proliférer. Et du coup, dans notre eau du robinet, il n'y aura pas d'atrazine. Donc oui, du chanvre dans la rotation, je parle de chanvre industriel, pas le chanvre récréatif, s'il vous plaît, là, les jeunes. Non, le chanvre industriel. Plusieurs rangs qui commencent à prendre des notes. L'isolation thermique des bâtiments, donc c'est d'intérêt général. Ça a beaucoup de fonctions aussi agronomiques. Je ne veux pas dire d'erreur, mais je crois que le Lot-et-Garonne fait partie des départements où on teste la plantation du chanvre sous le contrôle du directeur de l'agropole. Exactement, on a un chouette projet qui a démarré il y a plus d'1 an maintenant. Qui vous engage ? Qui nous engage. On a d'ailleurs labellisé le projet Chanvre de Garonne. Un chanvre de textile, non Alors chanvre textile, mais aussi chanvre bien-être. Non pas récréatif, mais bien-être. Ok. Je reviens sur un article récent qu'a publié, on les remercie encore, la rédaction de Sud-Ouest à Agen et notre confrère Elian Barascul. J'aimerais bien que vous nous disiez, j'ai dit tout à l'heure que c'était peut-être un titre provocateur de journaliste, mais c'est votre mot. Vous êtes défenseur, et là on vient d'entendre 2 exemples, d'une agriculture écologiquement intensive. Dites-nous ce que ça veut dire dans le concret aujourd'hui. Oui, parce que moi, l'agriculture extensive, il faut nourrir correctement et durablement l'humanité tout entière, donc il faut élargir les surfaces cultivées, c'est pas grave, on va déforester la forêt amazonienne, la forêt congolaise, la forêt de Bornéo. Moi, ça m'insupporte. Donc je ne suis pas du tout défenseur d'une agriculture extensive qui aurait toujours besoin de plus grandes extensions pour satisfaire l'intérêt général. Et du coup, la suggestion d'agroécologue, c'est de faire l'usage intensif à l'hectare de ce qui est pléthorique, renouvelable et gratuit. Donc je citais les rayons du soleil, couverture végétale maximale, donc couverture végétale, culture associée, on met de la févrole entre les rangées de blé, on met des lentilles entre les rangées de blé, et les rayons du soleil ne tombent pas à terre, tombent sur des feuilles. Alors pour être très honnête, cette énergie, c'est des molécules carbonées, on le trouve dans le gaz carbonique, on va faire un usage intensif de ce gaz carbonique, la plante va prendre le carbone, va libérer l'oxygène, ça n'a jamais fait mal à nos poumons, et fabriquer des glucides, des lipides, de l'amidon, et ce genre de choses, peut-être même séquestrer du carbone dans les sols. Ah oui, je suis vraiment pour l'agriculture intensive. Pour l'azote, vous l'avez compris, c'est plutôt les légumineuses, parce que la fertilisation d'engrais azotés de synthèse par de l'énergie fossile, c'est complètement désuet, faut être honnête, c'est pas du tout innovant, donc ça on va abandonner très vite. Et du coup, dans les rotations, dans les assolements, mettre des légumineuses. Et je vous dis tout de suite, quand on parle de l'escargot, de circuits courts et ce genre de choses, quand je dis qu'il faudrait qu'en France on produise des légumineuses françaises pour nos animaux français avec de l'azote de l'air français, et non pas de l'azote brésilien sous la forme de soja transgénique, etc. Les gens disent « Oh, franchouillard, monsieur Dufumier ». Non, c'est pas franchouillard, cette espèce de souveraineté. On dit plutôt souveraineté depuis le Covid. Ça oui, vous a souveraineté, aidé, c'est l'escargot dont on parlait tout à l'heure, l'économie circulaire et ce genre de choses. Alors c'est la gestion de l'eau qui va être décisive. Et là, la gestion de l'eau, faire l'usage intensif de l'eau qui nous donne gratuitement, c'est l'eau de pluie. Mais on sait que ça va être de plus en plus chaotique. Et ça nous est prévu, donc des trop d'eau et des pas assez d'eau et une distribution spatiale et temporelle de plus en plus aléatoire et chaotique. Mais c'est bien de cette eau-là qu'on va devoir faire l'usage intensif, parce que si vous voulez que le gaz carbonique rentre dans la plante, le gaz carbonique rentre dans la plante par les petits trous par lesquels la plante transpire. Et donc il faut que la plante transpire pour que le gaz carbonique puisse rentrer. Mais la plante, si elle n'a pas assez d'eau à boire dans le sol, elle a un avantage sur nous, elle transpire beaucoup, mais à un moment, elle est capable d'arrêter de transpirer pour ne pas se déshydrater. Et à ce moment-là, elle ferme les orifices par lesquels elle transpire, et du coup, elle ferme les orifices. Donc quand il y a plein soleil, là, le fameux maïs,
du mois d'août. C'est pas que le maïs d'ailleurs exige beaucoup d'eau, mais le maïs exige de l'eau au mois d'août, voilà. Et à ce moment-là, il y a évidemment beaucoup de soleil, c'est génial, mais s'il n'y a pas assez d'eau à boire, eh ben, la plante cesse de transpirer et cesse la photosynthèse. Donc c'est la gestion de l'eau pour laquelle il nous faut être le plus attentif. Et alors là, les innovations, je ne sais pas où on en est, quand on parle y compris de... On a beaucoup parlé de l'aval, mais je ne sais pas si vous travaillez dans les innovations en amont de l'agriculture, les biofertilisants. Mais il est clair que pour la gestion de l'eau, alors évidemment, on va empêcher le ruissellement, on va mettre des barrières au ruissellement, c'est la couverture végétale. Aidez-nous sur un débat local et qui déborde aussi de ce département, puisque vous dites beaucoup de précipitations pour beaux moments et moins à d'autres périodes. Ça veut dire quoi que la solution, c'est de faire des grandes bassines, il y a un mot provocateur, et des grandes retenues d'eau pour que alors il va de soi que quand c'est des retenues collinaires avec un trop plein d'eau qui aurait ruisselé directement à la mer. Bon, après, la question, c'est quelle est la surface occupée par la retenue, quelles sont les productions en moins, etc. C'est ce qu'on appelle le coût d'opportunité. Hein, des surfaces inondées, elles ne produisent plus. Donc, mais ça, ça va rarement à l'encontre de ça. Les bassines, effectivement, alors là, le coût, c'est le pompage. Et puis, on a longtemps pensé que parfois, c'était un trop plein d'eau qui s'est coulé vers la mer. Mais bon, là, on voit qu'en ce moment, ce n'est pas si vrai que ça. En tout cas, les hydrologues ne disent pas toutes la même chose, mais en tout cas sont attentifs à ça. Donc il faut faire très attention. Mais le nec plus ultra de l'innovation, très clairement pour l'eau de pluie, c'est le champignon mycorhizien. Alors dites-nous ça, et après on revient à Lucien Georgelin sur l'innovation. Ce champignon, c'est lui qui portait ce discours-là. Alors d'abord, j'ai cru savoir quand même qu'en Nouvelle-Aquitaine, vous connaissez la truffe, m'a-t-on dit. Un petit peu, et oui, je pense que Jean-Pierre Reynaud, le vice-président de la région qui est de Dordogne, la connaît bien. Donc c'est un champignon qui, comme la truffe, s'incruste dans la racine de l'arbre, si c'est un arbre, ou dans 80% des cultures annuelles, enfin des cultures, des plantes cultivées, on va dire, qui va se nourrir de l'énergie photosynthétisée par la plante, les glucides. Il va se nourrir, il va développer un mycélium extrêmement fin qui va être capable de faire deux choses. Un, d'aller débusquer des éléments minéraux coincés dans les argiles, et en particulier, quand on parle d'agriculture, la grande finitude, c'est pas le soleil, c'est pas le gaz carbonique, c'est les phosphates. Parce qu'on nous annonce quand même que d'ici 3-4 décennies, les mines de phosphate, le coût d'exploration et d'exploitation va devenir hyper coûteux. Et par contre, il y a des phosphates, c'est vrai, les phosphates de la roche-mère qui ont été altérés, qui sont coincés dans les argiles, soit d'ailleurs des phosphates, des engrais phosphatés qu'on a mis, qui n'ont pas été absorbés par les plantes et qui ont été coincés dans les argiles. Et ces champignons mycorhiziens sont capables d'aller les débusquer, de les solubiliser, de les rendre accessibles à la plante, qui va être fertilisée donc en phosphate par la voie donc biologique, grâce à ces champignons mycorhiziens. Mais ces mêmes champignons contribuent à explorer un volume d'eau, l'eau qui était en trop, qui a été coincée dans les argiles. Et du coup, on est capable de les retirer et de les donner accès à la plante. Donc ça permet aussi à la plante de résister à d'éventuels stress hydriques. Donc on a là vraiment une agriculture moderne de demain. C'est pas le là. On va vraiment innover. Et du coup, il y a aujourd'hui les biofertilisants. Alors moi, quand je vois des biofertilisants, ils font un peu pareil. Ils disent pas sur l'étiquette leur secret de fabrication. Ouais. Et du coup, j'arrive jamais à trop savoir ce qu'il y a dedans. Mais il y a des agriculteurs qui innovent. Les litières forestières fermentées, c'est comme une façon. Alors est-ce que c'est prébiotique ou est-ce que c'est des spores de champignons mycorhiziens et tout, moi j'arrive pas toujours vraiment à le savoir, les experts se contredisent parfois un peu là-dessus, mais en tout cas il y a d'énormes innovations, il y a des perspectives d'innovation, et Agrotech, Agropole pourrait s'en emparer. On n'a pas oublié votre carrière de professeur, merci de cette leçon de vulgarisation, je pense qu'on en sait tous un peu plus sur ces fameux champignons. Un petit mot, parce que la question est passée très vite pour vous, Sylvain Pinault. Marc Dufumier disait, est-ce qu'on fait de l'aval et pas que de l'amont? Agropole, Agrotech, on se soucie aussi de l'amont. Bien sûr, on le fait au quotidien. On a vraiment vocation à nous se rapprocher un maximum des agriculteurs pour pouvoir trouver les meilleurs produits de demain qui feront la différence. Et ça, c'est du quotidien. On a créé effectivement, vous avez vu dans la vidéo, on a créé la fabrique à soupe, par exemple, qui permet en fait, d'aller chercher les invendus de la production agricole. Ça paraît bête, c'est méchant, ça fonctionne. L'idée, c'est vraiment de trouver des débouchés à ces producteurs-là qui en ont besoin. Donc oui, on est là au quotidien avec eux. Allez, on a Lucien Georgelin qui nous a rejoint. Merci, Monsieur Georgelin, d'être là. Je disais tout à l'heure, on avait votre frère tout à l'heure avec sa casquette de président d'Agrotech, mais il est aussi directeur général de l'entreprise que vous présidez. C'est une belle conclusion qu'on va faire avec vous, parce que je le disais tout à l'heure, vous mariez terroir et innovation, c'est le slogan de l'entreprise. L'entreprise, elle a 40 ans à peu près. Rappelez-moi la date de création. Oui. J'ai commencé, j'étais agriculteur. Hein. Oui. Gardez le micro près de votre bouche, s'il vous plaît. Oui. Voilà, puis un jour, je me suis décidé à faire des confitures. Bon, c'était assez compliqué en tant qu'agriculteur. Je me suis mis à faire des confitures. Que je vais vendre Gardez-le vraiment au menton. Voilà. Une petite boutique. Et puis après, aujourd'hui, bon, les choses ont évolué, quoi. Voilà.
Ce que vous avez là, c'est une... Alors j'ai une question. Pourquoi je posais la question des 40 ans et ça, c'est que voilà, on est certainement sur une recette avec le nom du Lucien-Georgelin, le fameux chaudron, c'est marqué dessus que chaudron, et en même temps, on a quelque chose qui fait peut-être rêver ma voisine, je vais lui en parler. C'est reconnu saveur de l'année 2023, c'est-à-dire que ça passe un concours innovation, ça passe un concours saveur et ça le décroche. Expliquez-nous pourquoi une entreprise comme la vôtre est encore soucieuse justement d'innovation et de reconnaissance comme celle-ci quand il y a 40 ans de notoriété derrière vous. Peut-être que je pourrais déjà parler de ce produit, qui est un produit pour moi innovant. En quelque part, ce qu'on a recherché, c'est retrouver un produit. Aujourd'hui, on est à la recherche de consommer moins de sucre, moins de sel et tout. Voilà, on a réfléchi à ceci sans ajouter des édulcorants dedans. Là, vous allez faire plaisir à Marc qui est en train d'acquiescer. Alors, on est parti avec un collaborateur qui est dans l'usine. Hein, il y a ma recette de confiture, plus ce qu'il a pu apporter. Et au lieu d'ajouter du sucre, on a ajouté des fibres naturelles. Quoi. Voilà, qui ont ce pouvoir, ce goût sucrant, qui permettent d'avoir un goût encore sucré. Quoi. Voilà, ça a été la réussite. On est les premiers à lancer cette confiture au niveau national. Hein. Aujourd'hui, il y a 500 points de vente déjà en France, puisqu'on travaille en grande distribution, la restauration. Voilà, qui a un réel succès. Et c'est pour ça qu'on communique, on est en Nutri-Score A, ce qui est bien quand même. Hein, voilà. Un petit mot sur le Nutri-Score, Marc Dufumier ? Oui, ben c'est quand même une excellente idée. Hein. La question après, c'est de comment pondérer les critères acides gras saturés, glucose, enfin saccharose, fructose et autres. J'ai cru comprendre ici qu'en Nouvelle-Aquitaine, à travers l'association ACENA, A-C-E-N-A, il y a des efforts justement pour la restauration. Alors on va dire ce que c'est, hein, parce qu'effectivement on a parlé. Cette association réunit des intendants de lycée via la région Nouvelle-Aquitaine et ils travaillent énormément justement à mieux nourrir les lycéens de l'ensemble de la région. Ils font un énorme travail et d'achat et de vulgarisation. Voilà, et avec cet effort d'essayer de pondérer les risques et les avantages à chaque fois, je crois qu'ils sont presque en avance même sur le Nutri-Score officiel. Mais oui, l'idée du Nutri-Score, alors moi, il m'arrive de consommer parfois certains fromages très salés que j'adore et autre chose. C'est pas bien noté, mais ça ne veut pas dire qu'il faut s'interdire tout produit un peu trop salé et autres, mais il faut y aller avec modération. Non, je pense que c'est quand même une bonne idée. Nawal, le petit autocollant que vous voyez là, c'est quelque chose qui fait rêver une start-upeuse quand on lance un produit. En tout cas, c'est quelque chose, vous parliez tout à l'heure de mieux communiquer, avoir du marketing. C'est des choses après lesquelles on court. Alors, on ne court pas après les concours, mais c'est vrai qu'on a eu le bonheur de remporter le concours national de l'agropole ici à Agen en 2015 et puis voilà, nous avons plusieurs idées de nouveaux produits qu'on va aussi soumettre à... De nouveaux produits déclinés de celui-ci ou de nouveaux produits totalement ? Alors, des nouvelles boissons innovantes qui sont autres que du kombucha, des boissons fonctionnelles. D'accord. Et puis aussi, on travaille sur le process de fermentation, sur de nouveaux process innovants. Voilà. Je reviens vers vous, Monsieur Georgelin. On l'a vu et je l'ai dit tout à l'heure, votre métier c'était d'être agriculteur et vous êtes parti faire de la confiture. Aujourd'hui, vous en avez emmené une gamme sur, à moins que ce soit les courses que vous avez commandées Sylvain Pinault pour ramener à la maison, mais je vois qu'il en tout cas c'est devant lui. En tout cas, vous avez élargi la gamme. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, innover, c'est aussi élargir sa gamme de produits, comme vient de nous dire notre voisine ? Tout à fait. Je vais dire quelque chose et que j'ai vraiment envie. Mais dites-le avec le micro au monde. J'ai vraiment envie de le dire. Tout à l'heure, on parlait de filière. Hein. Nous, en tant qu'anciens agriculteurs et industriels aujourd'hui, moi, avec mon frère, on est très attachés aux agriculteurs de notre région. Moi, je suis toujours agriculteur dans l'âme. Et aujourd'hui, on a créé quelque chose, une filière sur des vieilles variétés de fruits, et on est en train de lancer la figue. Il n'y a pas une ferme qui n'a pas un figuier, quoi. Hein. Et aujourd'hui, je dois remercier quand même le conseil régional et la DRAF qui nous a aidés, qui a aidé certains producteurs, malheureusement ça ne va pas aussi vite que je souhaiterais, hein, à développer ces produits-là, quoi. Et je pense que, je vais dire ce petit mot, il faut aider les agriculteurs qui ont envie de régler. C'est pas facile parce que
quand vous plantez un figuier ou une pêche de vigne ou un vieux brugnon, une vieille variété, parce que moi, ce qu'on recherche, c'est des goûts nouveaux, pour attirer une clientèle nouveau, pour pouvoir mieux rémunérer nos producteurs, c'est-à-dire que vous parliez de circuit court, nous, ce qu'on souhaite, c'est de pouvoir travailler directement avec les producteurs. Et je pense que Jean-Pierre, Jean-Pierre Reynaud qui est pris à partie une deuxième fois. On a pu parler quand même assez souvent, c'est parce que tu es là que je dis ça, je le pense sincèrement. Hein. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous voulez dire qu'il faut laisser du temps à ces agriculteurs, les aider, parce qu'on ne peut pas évidemment avoir une production de figues en 2 ans? C'est quoi le message? Il faut pour qu'une production d'art fruitier, c'est pas de la fraise, c'est pas de la tomate, ouais. il faut 4-5 ans. Quoi. Il faut déjà greffer le produit, le mettre en place, et il faut 4-5 ans après. Quoi. Voilà, c'est tout ce temps qu'il faut, qui fait peur un petit peu aux agriculteurs, de se dire, attends, je lance un projet, est-ce qu'on va réussir quoi? Est-ce que l'industriel avec qui on travaille, est-ce que c'est un projet qui va tenir? C'est plein de choses comme ça. Et je pense qu'il faudrait qu'on aille encore plus loin là-dessus. Je veux dire, je parle peut-être beaucoup. Non, allez-y, vous invitez pour vous exprimer. Je pense qu'on a le plus beau département de France ici. Sans chauvinisme, allez-y. Oui. Non, moi je suis fils de... Je viens de Bretagne. Hein. Oui, non, mais ok, mais vous êtes comme très attaché au Lot-et-Garonne. Je suis fier d'être gascon aujourd'hui, et français surtout, je le dis, avec le bleu blanc rouge que j'ai mis. Mais je veux dire, en Lot-et-Garonne, on a vraiment de belles choses à faire. Vous voyez, il y a quelqu'un qui s'est mis à faire du houblon. Ouais. On a plein de choses à faire ici. Et je pense qu'il faut les aider, ces agriculteurs qui ont sûrement envie de faire, mais qui ont peur de prendre le risque. Alors ça, c'est très intéressant parce que ça répond, merci Lucien, Georges Gelin de ce témoignage, et que tout à l'heure on disait, est-ce que ça part de l'agriculteur ou de l'industriel que vous êtes, et là vous êtes en train de nous dire, nous on donne le sens à certains d'aller replanter des arbres fruitiers, des figuiers. Qu'est-ce que vous retenez de ce discours? Parce qu'il va falloir qu'on conclue, parce que vous avez un train à prendre, on va être très transparent, Marc Dufumier. Est-ce que c'est quelque chose qui est rassurant de voir, même si on sait que c'est des produits de qualité, que c'est de l'industrie locale, est-ce que c'est rassurant de voir justement un acheteur, parce que ce n'est pas un vilain mot, prendre soin de ses producteurs? La réponse est très clairement oui. Est-ce qu'il est l'exception? Ah, on commence à trouver quand même, hein, oui. Non, il y a quand même grâce aux innovations, hein, enfin, on est sur les questions, il faut des innovations et dans le monde agricole, moi c'est plutôt ma partie, mais accompagné effectivement d'une transformation qui garantisse un bon produit. Alors après, c'est effectivement, est-ce que ce sera accessible que aux gens fortunés ou accessible aux couches modestes? Voilà une vraie question. Mais je pense que l'avenir n'est pas forcément de jouer économie d'échelle, moindre coût monétaire, mais vraiment qualité du produit. Alors, peut-être faudra-t-il quand même qu'il soit accompagné un peu par le contribuable. Oui. Alors, dernière question justement pour conclure, et puis on remercie tous ceux qui nous ont suivis et qui nous suivront plus tard sur sudouest.fr, tv7.fr. N'hésitez pas à partager la vidéo. La question, on l'a posée dès le début, c'était un peu le contexte, hein, moment d'inflation. On a là un producteur important, vous avez Marc Dufumier, on a une jeune start-upeuse qui vend un produit. Est-ce qu'aujourd'hui, l'innovation est une raison de surcoût? Et est-ce qu'on peut innover en période d'inflation en sachant que nos produits vont être plus chers? Dites-nous par rapport à vos produits, par exemple. Je pense que c'est important d'innover. Hein. Mais avec quelle retombée sur les prix aux consommateurs? Écoutez, tout dépend de ce qu'on fait. Bien sûr, sur ce produit, la confiture, les fibres coûtent plus cher que les fibres naturelles coûtent plus cher que le sucre. Hein. On est obligé de répercuter. Les problèmes qu'on a rencontrés au niveau industriel, l'industrie, c'est ces hausses de coûts qu'il y a eu. Mais de l'énergie, par exemple. Pas que l'énergie, hein, de tout, hein, les fruits, tout, mais ce qui est normal. Hein, les agriculteurs ne peuvent pas nous fournir des produits qui vont coûter, qui vont nous vendre moins cher qu'ils leur ont coûté. Hein, moi, je suis pour défendre les agriculteurs. Je le dis, et mon frère, c'est pareil. On se bat pour ça. On n'est peut-être pas toujours écouté. Mais l'innovation, à quelque part, vous voyez, voilà un nouveau produit. C'est quelqu'un avec qui je travaille, qui est dans le bio, qui nous a sorti un produit, c'est les courgettes qui sont pour l'apéritif. Voilà, c'est notre innovation. Des pâtes de fruits qu'on a fait, qui vont être tranchées là-dessus, qu'on a innové, qu'on a trouvé le système pour pouvoir les trancher. Gardez le micro à la main, on va plus. Qui vont pouvoir servir pour mettre. Je parle un petit peu d'innovation là. Oui, c'est bien, j'entends. Tout ce qu'on essaie de faire, quoi. Okay. Hein? J'y reviens justement, nouveaux produits, innovation. Est-ce que le souci du prix de sortie vers le consommateur est impacté parce qu'on se dit, bah oui, ça va être un peu cher parce que c'est nouveau, etc. Et est-ce que ça permet quand même de le vendre ou est-ce que c'est compliqué parce que le prix ne passe pas? Comment vous vivez cette période?
ça dépend quel produit. Je parlais des confitures avec les fibres, bien sûr. Mais il y a certains produits comme celui-ci, bon, mais on achète le produit au producteur, on va répercuter dans notre prix de revient. Non, c'est pas forcé. Les pâtes de fruits, c'est pareil. Ce sera pas avec des fruits. Nous, on travaille beaucoup. Vous avez vu, on a mis le bleu, blanc, rouge parce qu'on est fiers de parler, de faire travailler avec des Français. Ça suffit plus. On a fait un papier il y a pas longtemps dans Sud-Ouest. France Inter avait un titre aux infos de 8h ce matin sur Hécatombe. C'était le titre dans les magasins bio. J'aimerais bien entendre Marc Dufumier, par exemple. C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas en train de se heurter entre pouvoir d'achat, bien manger égale un peu plus cher, et les gens n'ont plus les moyens? Alors, d'abord, il faut quand même être honnête, les innovations d'autrefois, c'est-à-dire produire des standards au moindre coût monétaire et autres, il n'y a plus une seule filière de produits bas de gamme en France qui peut devenir compétitive. Et c'est parfois dans l'agriculture industrielle où les gens qui ont 3 robots de traite n'arrivent pas à vendre leur poudre de lait, c'est là où ont lieu les suicides aujourd'hui. Donc je crois que ces innovations du moindre coût monétaire, c'est sans avenir en concurrence avec des latifundia brésiliens, en fonction. Enfin voilà. Donc il faut être très clair. Par contre, oui, il y a effectivement par rapport à les innovations qui ont apporté de la qualité gustative, qualité sanitaire des aliments, c'est d'autres types d'innovations. Et effectivement, il faut que ce soit correctement rémunéré. Il faut être très clair, surtout si pour l'agriculture, c'est une agriculture plus artisanale, plus exigeante en travail. Parce que cette agriculture en question, elle est aussi intensive en emploi. Mais intensive en emploi, ça veut dire exigeant en travail. Et c'est ce travail qui doit être rémunéré. Et moi, je pense qu'il nous faut réformer la politique agricole commune. Au lieu de subventions en proportion des hectares, vous êtes des mendiants, mais on vous donne ça en proportion de la surface. C'est par la voie contractuelle, et le rôle des collectivités territoriales pourrait être décisif, des subventions de la politique agricole commune, mais on négocie par la voie contractuelle. Autrefois, on parlait un peu de contrats territoriaux d'exploitation des agricultures conformes à l'intérêt général. Et là, effectivement, le contribuable met sa part pour que les services environnementaux soient correctement rémunérés. Les bons produits, du coup, sont en beaucoup plus grand nombre. L'offre s'accroît, les prix diminuent et les bons produits deviennent accessibles aux couches modestes. On va rester sur cette belle recette pleine d'espoir de Marc Dufumier. Merci d'être venu ici à Agen. Merci à vous. Merci à toutes et tous qui nous suivez. On vous donne un autre rendez-vous pas loin de ce sujet-là, et on l'a déjà vu avec Marc Dufumier tout à l'heure. On parlera de la gestion de l'eau en Charente-Maritime. Ça sera le 20 juin. Sujet ô combien brûlant, sans jeu de mots, quand on sait que la Charente-Maritime est à proximité de Sainte-Soline. Il y aura d'autres rendez-vous en dehors, évidemment, de cette actualité avec l'Agence Alimentation Nouvelle-Aquitaine qu'on remercie. On remercie évidemment tous les partenaires. On remercie l'Agropole pour son accueil dans ses locaux, et on remercie tous les invités qu'on peut applaudir. Et on vous donne rendez-vous prochainement pour les rencontres Sud-Ouest TV7 avec l'Agence Alimentation Nouvelle-Aquitaine. Bonne journée et surtout bon appétit.